Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans cette séquence où nous voulons faire une restitution d'un travail de nombreuses années. Et je vais donner la parole à Georgia Lambertin, qui est la présidente de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, pour introduire cette séquence qu'on va partager avec vous pendant cet après-midi. Bonjour à tous et merci d'être venus à notre conférence qui se nomme l'agriculture du Ventoux face au changement climatique. Et on voudrait vous faire un bilan, une perspective des actions du groupe Climat-Agriculture Ventoux. Alors, si vous voulez, il y a quelques années, au niveau de notre territoire, j'étais vraiment très consciente qu'il y a une urgence aujourd'hui, une urgence face à l'adaptation du changement climatique, et une urgence aussi face aux exploitations agricoles, bien entendu, et savoir comment les accompagner pour passer justement de ces problèmes climatiques que l'on rencontre chaque année face à garder des exploitations qui soient économiquement durables, qu'elles soient dans le cadre de l'environnement qu'on nous demande et qu'elles soient aussi, bien entendu, à la hauteur des problématiques sociétales qui nous sont demandées. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer ce qui est notre démarche, mais vous dire que essayer d'arriver à avoir une intelligence environnementale collective et travailler en une journée sur des problématiques avec 140 personnes, c'était un challenge pour essayer de réfléchir à des problématiques d'un territoire. Je pense que le pari est gagné, mais en même temps, ça a été quelque part aussi un diagnostic de territoire qui nous a permis de réfléchir ensemble à trouver des solutions concrètes sur un territoire donné qui est le territoire du Ventoux. Alors le territoire du Ventoux, ce n'est pas n'importe quel territoire, tout simplement parce que je viens de là, mais ce n'est pas vrai. C'est tout simplement parce que le territoire Ventoux a plusieurs configurations géographiques. Vous avez des zones de plaine, des zones de montagne, des zones de restanques, de murs en pierre sèche, de ceci, de cela. Et c'est un territoire qui était particulièrement quand même intéressant à étudier pour pouvoir justement trouver des solutions. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que ce travail-là, j'en suis très fière. Depuis, on a créé un groupe où on est quand même, on peut dire qu'on est indissociable et on a fait beaucoup de chemin ensemble et on voulait vous faire partager quelque part cette méthode-là qui, je pense, au travers des donneurs d'ordre, peuvent vous donner des idées à savoir comment trouver des solutions dans l'avenir et comment réfléchir ensemble pour les problématiques que l'on a face à nous. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup, Georgia. Donc, alors, j'ai oublié de dire, évidemment, que je suis obligée de vous quitter à 14h50 parce qu'après, je dois aller rejoindre tous les viticulteurs qui ont des problématiques aussi, bien entendu, avec Madame la Préfète. Donc, je reste jusqu'à 14h50 avec plaisir. Et puis voilà, et puis je sais que la suite me sera racontée, bien entendu. Voilà, merci beaucoup Georgia, c'est parfait, c'est parfait. Alors je vais me présenter, je m'appelle Iñaki García de Cortázar. Vous voyez qu'on a la chance de partager la salle avec d'autres personnes, donc je vais essayer de parler un peu fort pour pouvoir couvrir nos collègues à côté. Et donc comme Georgia a très bien expliqué, l'idée c'est de faire un bilan historique de ce que l'on a fait. Donc je vous fais un peu l'histoire de tous ces groupes, de quelles ont été les démarches que l'on a menées. On va voir quelques zooms dans quelques actions, parmi les actions qu'on avait lancées, qui nous paraissent représentatives du travail collectif qui avait été fait. Et à la fin, on va tirer aussi un peu des conclusions de qu'est-ce qui est important à mettre en place, quelles sont les difficultés que l'on rencontre aussi au quotidien pour mettre en place et mener à bien cette action, et un peu les perspectives que l'on se donne pour les années à venir par rapport à ces groupes. Donc l'historique du groupe, comme Georgia l'a indiqué, c'est en 2018 qu'on a, pour une espèce de hasard des circonstances, il y a eu des présentations qui ont eu lieu dans la zone du Ventoux et aussi des réflexions qui étaient portées par deux groupes différents. D'une part, il y avait le GDA Ventoux qui s'est posé des questions. D'autre part, il y avait l'appellation d'origine Ventoux qui s'est posé d'autres questions, mais qui étaient très liées les unes aux autres. Et la question, c'était de savoir quel avait été l'impact du changement climatique dans leur territoire, mais aussi, ça coupe, non ? On va essayer avec celui-là.
Est-ce que c'est mieux avec celui-là? On va voir. Bon. Donc, là, c'est peut-être mieux. Donc, la question, c'est qu'il y avait eu des conférences en fin 2017. Et donc, c'était 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter en fonction des conséquences de ce que l'on va voir comme impact dans les années à venir? Donc, on avait lancé un premier travail, notamment avec l'appellation d'origine contrôlée, pour essayer de comprendre ces 3 questions et au moins définir un peu la trajectoire de l'appellation de la région du Ventoux. Donc on avait appris beaucoup de choses. Comme Georges a très bien dit, c'est un territoire très riche, avec la montagne, avec la plaine, avec des zones intermédiaires, avec des zones qui sont très fraîches et d'autres qui sont beaucoup plus proches de la plaine, et donc plus proches de ce que l'on connaît dans la vallée du Rhône. Donc une diversité climatique et de terroirs très intéressante, qui nous amenait déjà à une diversité des résultats très importants. On a commencé à discuter collectivement comment s'impliquer, mais pas comment s'impliquer au niveau de la viticulture, mais aussi au niveau de tous les acteurs du territoire. Et donc, ça a impliqué aussi les citoyens. Et donc, à ce niveau-là, on a commencé à réfléchir comment on pouvait travailler de façon collective, via cette intelligence collective, dans l'adaptation de l'agriculture d'un territoire. Et on a lancé 2 actions qu'on a eu la chance de pouvoir se faire financer par l'aide de l'Europe. Donc, la première action, c'était un forum ouvert qui a eu lieu le 26 mars 2019, avant Covid, avant toute cette période chaotique dans laquelle on devait parler à distance. Donc là, vous voyez, 156 personnes sans masque, sans rien, pas de distanciation sociale, tous ensemble. Et donc, on a été tous ensemble pour pouvoir discuter. Donc là, je vais passer une petite vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir les déroulés de la journée. Tout ça, ça a duré une journée et vous allez voir toutes les étapes. Est-ce que la vidéo, on peut monter les sons, s'il vous plaît? Merci. Il y a un peu de musique. La société a besoin de l'agriculture, mais pas seulement pour la nourrir. Les chercheurs nous diront que l'aggravation du réchauffement climatique est due d'abord aux concentrations urbaines, au logement, aux industries polluantes et au transport. Mais nous avons aussi notre part du travail dans cette lutte. Par contre, nous subissons ce réchauffement, nous en constatons les effets négatifs pour nos cultures dans notre travail quotidien. Donc, voilà, vous avez vu, ça, c'était une journée très intense. Certains se reconnaîtront, avec des cheveux plus ou moins blancs. Moi, personnellement, ils sont vraiment blanchis depuis. Et là, la question, c'était de faire parler 153 personnes, mais qui venaient des horizons très divers et beaucoup d'agriculteurs. Il y avait plus d'une soixantaine d'agriculteurs qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont apporté leur point de vue sur les réflexions qui étaient portées par tous les groupes. Et donc, ça a donné lieu, alors on ne va pas les lire, à 32 ateliers
que vous avez la liste là, il y a un compte rendu de cette journée, et les 5 priorités qui ont été votées à la fin. Donc les 5, comme vous les voyez, la collaboration et les partages. On s'était rendu compte du vide des partages des connaissances qu'il y avait entre les différents réseaux existants dans un même territoire. La gestion durable et globale de l'eau, c'est une des thématiques importantes dans notre territoire. La question de l'atténuation, que pour l'anecdote, en recherche, on était vraiment plutôt dans les premières réflexions de comment l'agriculture pouvait contribuer à l'atténuation, alors que les agriculteurs, ils se projetaient déjà dans cette réflexion autour de l'atténuation. La diversité d'agriculture et comment il pouvait y avoir cette interaction importante nécessaire pour pouvoir faire l'adaptation, c'est l'échange et les dialogues entre société et agriculture. Donc, une fois qu'on a apporté ces projets, alors il n'y a plus de vidéos, on est allé sur un niveau encore plus loin. On s'est dit, voilà, on a 5 thématiques, on avait 32 grandes réflexions. L'idée maintenant, ça va être d'essayer de formaliser ça dans des actions concrètes. Alors, on a organisé une demi-journée dans le cadre d'un autre type d'atelier que vous avez là, c'était ce qu'on appelle un World Café. On était 70 personnes dans le lycée à Serres et on a travaillé de manière collective aussi, pareil, avec l'intelligence, pour définir un certain nombre d'actions qui répondaient à ces questions. Et il y avait 5 questions qui étaient posées aux différents acteurs. Quels outils pour informer et se former? Quelles actions prioritaires par rapport à l'eau? Quels choix des cultures, leur répartition? Quelles stratégies? Quelles actions mettre en place pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre? Et comment la lutte contre les changements climatiques peut être un lien entre le monde agricole et le monde urbain, et notamment réconcilier certains conflits que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc ça nous a amené à proposer, pas nous, hein, et nous on faisait partie des acteurs, mais parmi les 70 personnes, ça a amené à proposer 14 actions que vous avez là, et qui nous ont permis d'identifier un peu les grandes priorités du territoire. Et donc là, la question qui a été, c'est comment on porte ces actions. Donc on a commencé à travailler ensemble à partir de ces moments. Donc on s'est réunis depuis la fin 2019 avec le Covid au milieu, vous vous imaginez, ce n'était pas facile. Et 9 fois, l'idée, depuis le début, ça a été de trouver des porteurs, des coporteurs de chacune de ces actions. Donc on va voir qu'il y en a certains qui n'ont pas trouvé des porteurs, malgré qu'ils semblaient une priorité. Et l'idée, c'était de pouvoir suivre les actions qui étaient portées par différents acteurs, de pouvoir voir à court, moyen terme comment ça s'était organisé et de voir comment on pouvait en plus partager des informations en lien avec ces priorités du territoire. Et depuis, on a participé collectivement à Mediagri 2020. Donc, on avait fait une conférence virtuelle à l'époque pendant 2 heures, un truc comme ça, où on avait présenté toutes les actions qui étaient portées au niveau collectif. On a un site internet qui est en cours d'évolution, qu'on essaie de travailler. On a une charte qu'on espère on va signer bientôt. Et aujourd'hui, on est là pour vous faire déjà aussi une deuxième restitution du travail collectif. Donc là, on va passer la parole aux différents acteurs qui participent à ces réunions, qui représentent différentes structures du territoire et qui aujourd'hui portent certaines de ces actions qu'on a un peu fait en zoom parmi elles. Donc je vais donner la parole d'abord à l'AOP Ventoux, qui va nous présenter leur travail autour de tout un pack des choses qu'ils sont en train de réaliser autour de la viticulture. Ensuite, on va voir la COV avec Geneviève qui va nous présenter aussi d'autres actions. On aura ensuite les parts régionales qui va nous présenter des actions liées à ce qu'ils portent. Et à la fin, on aura une action qui est une des particularités de ce travail, c'est l'action portée par un viticulteur qui a voulu proposer ça par rapport au collectif. Et enfin, on fera notre petit bilan. Donc je passe la parole à Frédéric Chaudière, qui est le président de l'appellation d'origine Ventoux. Merci. Inaki, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler donc un petit peu des engagements de l'AOC Ventoux et en fait de la manière dont tout ce travail collectif, transversal, territorial qui a été fait sur l'année 2019-2020 a influencé le travail qu'on a porté à l'intérieur de l'appellation. Donc je vais en profiter pour faire un pas de côté, on va dire, sur les actions qui avaient été présentées comme prioritaires et pour vous montrer comment on a décidé de mettre en place, en suivant les mêmes méthodes, un plan d'action aussi assez large et assez global au niveau de notre appellation. Donc on a essayé pour ça d'utiliser une notion juridique qu'on appelle la raison d'être, qui est issue en réalité de la loi Pacte donc 2019 et qui est la première étape normalement pour une entreprise pour devenir une entreprise à mission. Et l'idée c'était de devenir
par ce biais-là, la première AOC qui se donne, on ne l'a pas encore inscrite dans nos statuts, mais qui pourrait se donner une mission. Et pour la définir, l'idée, c'était de créer sa raison d'être. Alors, qu'est-ce que la raison d'être? C'est toutes les externalités positives, tout l'impact positif que nos vignerons peuvent avoir sur leur territoire en dehors de leur intérêt privé. Pour ce faire, on a essayé du coup de retrouver la même méthode de co-construction qui avait été à l'œuvre sur le forum, et on a mis en place plusieurs consultations dans le vignoble à partir de la fin de l'année 2020. On a eu un retour d'ailleurs assez impressionnant. On a eu plus de 200 réponses à l'intérieur de l'appellation. Pour vous donner une idée, il y a 150 caves dans l'appellation. On avait demandé à chaque cave coopérative de partager avec ses coopérateurs et à chaque exploitation générale de partager avec ses équipes. Et donc on a eu plus de 200 retours et une masse d'idées extrêmement importante qu'on a petit à petit formalisée par des ateliers participatifs. Puis on a fait une deuxième consultation en mai 2021 pour hiérarchiser un plan d'action et une raison d'être qu'on a validée en Assemblée Générale en 2021, en juin 2021, qui était réunie pour partager, protéger et cultiver le sommet du vivant. Alors concrètement, on va retrouver une partie des priorités qui avaient été mises en avant par le forum qu'on a organisé à l'échelle de notre syndicat viticole. On a 3 grands piliers sur les actions qu'on commence à mener. Le premier pilier, c'est la protection du vivant. Le deuxième, c'est la réduction de l'impact et l'adaptation au changement climatique. Et le troisième, qui est un pilier plutôt sur l'attractivité du territoire, qui est lié à partager et cultiver la vie locale. Et donc, on a, pour reprendre certaines des actions qu'on avait définies pendant le forum et toute cette dynamique transversale, nous, sur la protection du vivant, on s'est engagé à la plantation de 30 000 arbres pour 2030, à travailler, et on va en parler dans la foulée, sur le développement du couvert végétal pour tripler nos surfaces de couvert d'ici 2030 aussi. On a tout un travail autour de la biodiversité qui a commencé, notamment en termes d'inventaire de biodiversité, pour témoigner de la richesse naturelle du Ventoux. Et on a, sur le deuxième pilier, qui est au niveau de la réduction de l'impact et de l'adaptation au changement climatique, je reprends l'un des points qui avait été central sur les discussions de 2019, c'était autour de l'évolution des cépages. Donc on a des réflexions qui sont assez avancées de ce côté-là au niveau de l'appellation, où on retravaille de plus en plus à l'intérieur de cépages qui sont, on va dire, un peu secondaires aujourd'hui dans notre cahier des charges, comme le cinsault ou le mourvèdre, mais on est à la veille de présenter une procédure VIFA, qui est une procédure INAO qui nous permettra d'expérimenter pendant une dizaine d'années des nouveaux cépages qu'on pourra ensuite intégrer dans notre cahier des charges. On a sinon un SIG, donc un système d'information géographique, qui va intégrer la donnée climatique sur laquelle on a travaillé avec INACI et l'INRAE, et qui permettra de géolocaliser le climat d'hier et de demain par rapport à la phénologie de la vigne. Ça, c'est pour le premier semestre de l'année prochaine. Et on travaille sur la réduction de notre bilan carbone. L'une des actions qui était sortie de notre plan de 2019, c'était d'essayer de savoir comment arriver à maîtriser les émissions de CO2 des fermentations de vin. Alors ça, pour le coup, on a dit qu'il y avait une partie des pistes qu'on avait ouvertes qui, hélas, s'étaient révélées des impasses. Alors, évidemment que ça reste un enjeu particulièrement important, mais on n'a pas aujourd'hui de réponse pratique sur le sujet. On fait plutôt de la veille intellectuelle, on va dire. Mais sachez que ce qui se passe sur ces questions-là, c'est qu'il y a eu des expérimentations au château Montrose, et il y a une société qui s'appelle Alcyon Environnement, qui depuis a été achetée par Veolia, qui s'intéresse à ces questions-là. Mais aujourd'hui, c'est littéralement une usine à gaz, donc c'est très difficile d'arriver à capter et réutiliser le CO2 de nos émissions. On travaille aussi à mettre en place un réseau de consignes. Ça, on espère vous en dire plus dès le début de l'année prochaine. Et on a beaucoup travaillé sur les questions d'attractivité. Mais je ne veux pas être trop long. Je vais laisser notre directrice Marie Flassaillet vous présenter les premières réalisations concrètes donc, sur 2022, cette fois, suite à ce plan d'action.
Bonjour à tous. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais juste vous présenter vraiment trois actions concrètes qu'on a mis en place depuis l'annonce de notre raison d'être et le plan d'action qui va avec. Donc, la première ambition qu'on a voulu se donner au sein de l'ODG, c'était de vraiment mettre les moyens pour pouvoir coordonner tous ces engagements et les mettre en place rapidement. Donc, dès juillet 2021, on a embauché une nouvelle personne qui est Isabelle Fabre, donc en tant que chargée de mission transition environnementale, donc notamment grâce au soutien financier du programme Leader et du GAL Ventoux porté par le parc du Mont Ventoux. Donc Isabelle est arrivée en juillet. Deux actions vraiment qui ont bien commencé. Donc les couverts végétaux. Donc une de nos ambitions, c'est de multiplier par 3 le couvert végétal de l'appellation. Donc pour faire un clin d'œil à le groupe Climat Gris Ventoux, on a décidé de procéder également par le biais d'un forum ouvert qui avait vraiment bien marché en 2019. Donc l'idée, c'était de réunir, d'inviter tous nos vignerons, mais aussi des acteurs de la filière, on va dire, plus technique, autour du thème « Le couvert végétal dans le Ventoux, une solution d'avenir ». Donc nous, pas de chance, c'était en plein Covid, donc c'était avec des masques et un peu avec plus de distance. Mais on a quand même eu 75 participants sur la journée. Et ça nous a permis de faire sortir 3 grandes priorités, donc, qui étaient l'aide, le diagnostic, le suivi technique, le transfert de compétences et le produire ensemble. Donc l'idée de cette journée, c'était aussi de fédérer les vignerons autour de ce thème et de faire témoigner certains qui seraient plus avancés que d'autres sur cette question. Donc la journée s'est ouverte sur les témoignages de 4 vignerons de l'AOC Ventoux qui venaient partager un peu quelles sont leurs expériences par rapport au couvert végétal. Mais on avait aussi 4 autres intervenants du monde plutôt technique ou de la recherche qui intervenaient aussi pour donner un peu un témoignage sur ce sujet. Et l'après-midi, c'était comme dans la vidéo qu'on a vue, donc vraiment des réunions donc, où chacun pouvait proposer ses idées. Donc on était très contents de cette deuxième édition de Forum Ouvert qui a très bien marché pour nous aussi. Donc d'autres actions se sont enclenchées suite à ce Forum Ouvert. Donc par exemple, on a mis en place des visites de parcelles au sein de l'appellation. Donc l'idée, c'est vraiment que les viticulteurs de l'AOC Ventoux aillent visiter les parcelles de leurs voisins, par exemple. Donc on a fait 3 visites depuis le Forum Ouvert qui était en février 2022. Donc des visites, donc par exemple on a eu une première visite chez un opérateur dans le sud de l'appellation qui lui était sur des couverts semés temporaires, et on a fait aussi par exemple une autre visite chez un autre viticulteur qui lui était sur de l'enherbement spontané en permanent, pardon. Donc voilà pour les visites. On a aussi créé des groupes d'échange WhatsApp pour que chacun puisse témoigner en fait de ses expérimentations, de ses questions avec ses pairs. On est aussi en train de travailler sur la cartographie des parcelles en herbe, donc pour faire un peu un état des lieux de ce qui est fait aujourd'hui. On recherche toujours un stagiaire pour venir dans l'appellation pour consolider cet état des lieux et avancer encore plus vite sur cette question. Et récemment, on a planté une parcelle chez un de nos opérateurs en Ventoux avec différentes modalités de semis. Et l'idée, c'est de créer un peu une vitrine pour que chacun puisse venir voir à quoi ça ressemble, comment ça marche sur cette parcelle. Et le deuxième point qu'on voulait vous présenter, donc c'était agir pour la biodiversité. Donc Isabelle, notre chargée de mission, s'est formée l'année dernière auprès de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Donc c'est un projet qui est porté par le Muséum d'histoire naturelle. L'idée, c'est de mettre en place des protocoles. Donc ça, c'est vraiment fondé sur de la science participative. Donc Isabelle s'est formée sur les protocoles et à son tour, elle forme les viticulteurs. Donc chacun peut mettre en place le protocole au sein de son exploitation. Donc nous, cette année, on a mis en place le protocole abeilles solitaires, vers de terre, chauve-souris et papillons. Donc on a une vingtaine de viticulteurs qui sont engagés sur ces protocoles pour le moment. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à faire grossir ce réseau et d'année en année récupérer encore d'autres viticulteurs et de continuer à avoir des données. Voilà pour les 2 grandes actions. Donc je vous remercie. Je vais rendre la parole à Inaki, ou non, je fais la transition. Alors c'est Geneviève Boissin de la COF, de la communauté de communes de Carpentras, qui va prendre la suite pour détailler l'action qu'elle a menée sur
deux de celles qu'on avait définies en 2019. Je voulais simplement m'excuser auprès de vous parce que je partage le même problème que Georgia et devrait partir un petit peu avant la fin de cette intervention pour notre rendez-vous avec la préfète. Donc, excusez-moi pour cela. Merci Frédéric. Bonjour. Alors, merci pour l'introduction Frédéric. Donc, je suis en charge du plan climat à la COV, la communauté d'agglomération de Carpentras, au cœur du Vaucluse. Donc effectivement, nous on s'est raccroché à ce groupe de travail et de réflexion sur les problématiques du réchauffement climatique sur notre territoire. Et évidemment, le monde agricole est un pan important au niveau de l'économie territoriale. Et au travers des différents forums et des actions qui sont ressorties, on était concernés principalement par cette question de concertation et de travailler ensemble entre le milieu agricole et non agricole. Et également, on s'était engagé à réaliser un diagnostic sur les filières agricoles de notre territoire, notamment au regard des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, pour voir comment on pouvait engager des actions ciblées sur notre territoire. Mais avant ça, il fallait déjà savoir où étaient les consommations énergétiques de notre territoire. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, je ne sais pas si de loin vous pouvez les voir. À gauche, donc, vous avez le scénario énergétique choisi par la COV en 2020. Juste avant le Covid, l'objectif c'était de poser avec nos élus une stratégie énergétique pour le territoire pour pouvoir anticiper ou du moins se mettre en ordre de manœuvre pour faire face au réchauffement climatique. Donc en rouge, vous avez une consommation énergétique du territoire qu'on veut évidemment en chute libre jusqu'en 2050, en vert une production d'énergie renouvelable, et l'objectif est d'inverser les courbes en 2050 pour devenir un territoire autonome en termes énergétiques. Donc ça, c'est vraiment des grands schémas. En tout cas, pour nous, ça fait référence au niveau de notre collectivité. Et dans cette problématique du plan climat, le plan climat, c'est un plan d'action sur le territoire qui ne concerne pas que la COV, mais l'ensemble des acteurs. Et on est vraiment sur un accompagnement et une coordination des actions qui ont lieu sur le changement climatique. Et le monde agricole, évidemment, en fait partie. Et nous nous sommes positionnés sur une étude vraiment qui concernait le volet agricole du plan climat pour pouvoir aller plus loin. Et cette étude, elle se voulait être concertée et partagée avec le monde agricole, étant donné que la COV n'a pas forcément, au regard de ses compétences, de plus-value en termes agricoles. C'était vraiment d'accompagner et de coordonner le monde agricole. Donc juste sur votre droite, vous avez un graphique qui correspond aux différentes filières présentes sur notre territoire. Donc de loin, vous n'allez pas voir, mais en bleu clair, vous avez la filière viticole qui représente plus de 63% du monde agricole sur notre territoire. Et les deux autres filières les plus importantes, c'est le maraîchage et l'arboriculture. Donc on a fait le choix, quand on a fait cette étude, de la concentrer sur ces trois filières principales. Juste en bas, je vous ai mis pour information, sur toute la surface agricole utile de notre territoire, on en a 20% aujourd'hui qui est en bio. Donc les chiffres que je vais vous présenter, c'est plus pour vous, en termes de culture et pour saisir un petit peu à quoi correspond le monde agricole, quel poids il a en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Donc chez nous, sur notre territoire qui comprend 25 communes entre le Mont Ventoux, Dentelle de Montmirail, la Plaine du Comtat, le monde agricole pèse 4% des consommations énergétiques du territoire. Sur ces 4%, on en a plus de 2/3 qui concernent la consommation directe d'énergie, c'est-à-dire l'agriculteur qui va acheter du gaz, du fioul ou de l'électricité. Donc le gaz et le fioul, principalement sur notre territoire, sont utilisés pour le maraîchage et pour le chauffage des serres. Et c'est aujourd'hui, évidemment, au regard des tarifs, plus que problématique, et en termes d'émissions de gaz à effet de serre également. L'électricité, elle, est plutôt utilisée par le monde viticole pour les procédés de vinification et également pour le volet d'irrigation. Ensuite, le reste de l'énergie est plutôt de la consommation d'énergie indirecte qui sont liées à la fabrication des outils, des matériaux et au transport, et également à la production des produits phytosanitaires.
On était sur la consommation énergétique. L'autre pan, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, le monde agricole, on se rend compte qu'il pèse un peu plus lourd. Il pèse sur notre territoire 11% des émissions de notre territoire, avec toujours pareil, des problématiques liées aux consommations en énergie, donc plus de 40%, et 30% qui sont liés aux consommations, comme tout à l'heure, d'énergie indirecte, qui sont liées à la fabrication des intrants, à leur transport, à la fabrication du matériel. Et ensuite, dans les plans climat, on a ce volet de consommation énergétique, ce volet d'émissions de gaz à effet de serre, et on a un volet de séquestration carbone qu'on se doit de calculer. C'est-à-dire comment mon territoire peut arriver à stocker du carbone pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Donc sur notre territoire, malgré son boisement quand même relativement important et le monde agricole qui est quand même aussi très présent, on arrive aujourd'hui à stocker que 2% des émissions qui sont émises sur notre territoire. Donc l'objectif, évidemment, et Frédéric en parlait tout à l'heure, c'est d'augmenter ce stockage et de développer le végétal. Donc dans le cadre du scénario du plan climat, zoomer sur le monde agricole, donc dans le cadre de cette étude qu'on appelle Climagri, qui est une étude de l'ADEME, qui est notre référent sur ce monde énergétique. Le scénario choisi pour le monde agricole, qui a été fait vraiment en concertation avec le monde agricole, avec des acteurs institutionnels, mais aussi un certain nombre d'agriculteurs. Le scénario, mais finalement c'est un petit peu le pendant de ce que disait Frédéric tout à l'heure sur l'ODG Ventoux, c'est sur l'ensemble du territoire, quelles actions il faut mener pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le plan climat du territoire. Donc l'objectif, c'est de diminuer de presque 30% des consommations énergétiques liées au monde agricole, notamment évidemment ce qui concerne le chauffage aux serres et tout ce qui est lié à la fabrication des intrants, de diminuer de plus de 30% les gaz à effet de serre, toujours pareil avec le chauffage et les intrants et également le volet d'irrigation, et de développer d'une manière très très importante le volet de séquestration carbone au travers d'actions ciblées comme l'agroforesterie, tout à l'heure Stéphane Sorel en parlera, au travers des haies et des volets d'enherbement. Donc cette étude, elle visait à avoir vraiment une vision intercommunale du monde agricole, de mieux le connaître et de voir comment mieux l'accompagner pour finalement que le monde agricole fasse sa part du chemin au regard des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Donc les actions qui sont ressorties principalement, donc on en a 11 qui ont été définies sur notre territoire, qui concernaient soit les 3 filières dont on parlait tout à l'heure, soit une filière en particulier, notamment par exemple la consigne vert qui ne concernait que la viticulture. Donc les 4 types d'actions, je ne vous ai pas listé les 11 actions, mais les grands types d'actions, c'est accompagner le monde agricole dans des changements de pratiques, c'est-à-dire comment ma pratique actuelle a un impact sur le carbone, la consommation d'énergie, et comment je change au travers du broyage, du paillage, en limitant les intrants ou en les changeant. Comment je commercialise mes produits, alors évidemment le vrac, mais il y a aussi la consigne vert qui pèse énormément dans le monde de la viticulture. Et après, il y a des investissements qui sont parfois très lourds, mais qui sont nécessaires pour évoluer, c'est la production d'énergie, c'est l'isolation renforcée des chambres froides, c'est construire peut-être autrement. Et ensuite, il y a quand même ce volet de chauffage des serres qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes en termes d'approvisionnement et d'émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier volet, c'est finalement un volet de mise en réseau. C'est comment je mets ensemble les acteurs du territoire pour mutualiser un certain nombre de choses, notamment du matériel ou des chambres froides. Aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que le plan d'action a été élaboré durant l'année. On est aujourd'hui à se poser avec l'ensemble de notre intercommunalité et nos élus en se disant ok, on a 11 actions qui sont sorties de cette étude Climagri. Aujourd'hui, on s'interroge sur, finalement un peu en descente par rapport au forum ouvert, qui porte ces actions, qui les finance et comment on peut aller plus loin collectivement pour pouvoir faire chacun sa part du chemin au regard des consommations énergétiques et des émissions du territoire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah. Donc après, je vais faire l'introduction comme Frédéric. Donc Aurore Navarro, en charge du PAT, du plan alimentaire territorial au parc naturel régional du Ventoux. Merci Geneviève.
Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le projet alimentaire territorial, tout en sachant que le parc du Mont Ventoux a aussi d'autres actions plus en lien avec le changement climatique. Mais cette action qui était celle du PAT, donc l'action prioritaire numéro 11, en quoi le changement climatique peut être un lien pour relier urbains et ruraux. Donc là, le PAT Ventoux, elle est née en fait de ces réflexions du World Café, du forum donc de 2019. Et dès l'écriture de la charte du parc du Mont Ventoux, qui donc existe depuis juillet 2020, hein, c'est un parc tout jeune, la notion du projet alimentaire territorial est inscrite dans la charte comme un des objectifs. Le PAT, en fait, pour être un projet alimentaire territorial, il faut être reconnu par l'État. Donc la démarche a été engagée donc, entre 2020 et 2021 et l'État a reconnu le PAT du Ventoux en 2021. Donc moi, je suis rentrée comme chargée de mission depuis novembre 2021. Donc c'est une démarche toute jeune hein, qui doit encore se développer. Mais voilà. Les PAT, rapidement, juste pour rappeler ce qu'est un projet alimentaire territorial, hein, c'est défini par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, donc de 2014. On a, disons, un certain nombre de thématiques qui sont définies donc, par la loi. Et l'idée, c'est bien de rapprocher producteurs, l'ensemble des acteurs du système alimentaire, hein, pas seulement producteurs, consommateurs, mais aussi les transformateurs, les distributeurs et les collectivités territoriales pour essayer d'envisager finalement un plan alimentaire en local. Le PAT aussi prend en compte différentes thématiques, aussi bien la question économique, puisqu'il faut que les activités alimentaires soient rentables, la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc là, c'est toute la question du travail qu'on peut faire sur le foncier agricole notamment, mais aussi de l'installation d'activités et d'outils de transformation, de transformation des produits. Ensuite, il y a la question de l'accessibilité sociale et c'est le thème de la conférence qui est juste à côté sur notamment le don agricole et la question de la précarité alimentaire. Et ensuite, on a aussi un aspect environnemental et nutrition et santé. Donc l'objectif, c'est de réunir l'ensemble. Donc c'est un projet quand même assez ambitieux puisqu'il faut réunir tout le monde autour de la table sur des thématiques très très différentes et essayer de faire en sorte que toutes ces personnes s'accordent vers une même direction. Donc là, je vous ai vite fait rappeler la typologie des acteurs qui peuvent être présents dans un projet alimentaire territorial. Donc là encore, on voit, c'est très vaste, hein, du citoyen aux transformateurs, à l'organisme de distribution et de commercialisation. Le plus difficile, je vous avoue, c'est quand même de mobiliser les grandes surfaces et de les inviter autour de la table. Pour le moment, donc, où on en est sur le parc, au parc du Mont Ventoux, on est vraiment dans la première année. Donc, l'objectif cette année, c'était de réaliser un diagnostic qui a été fait en partie par la Chambre d'agriculture et en partie par un bureau d'études. Donc le diagnostic vient de sortir la semaine dernière, donc on est vraiment, j'ai même pas eu le temps de le lire. Donc, en parallèle, en fait, on a mis en place un certain nombre d'actions de sensibilisation sur les diverses thématiques que mentionne notamment la loi, pour essayer de sensibiliser et de mobiliser autour de ces questions. On a notamment organisé des projections, une soirée récemment à Saint-Didier sur le changement climatique. Il y a un guide des producteurs en direction des consommateurs qui a été publié aussi en avril. Bon, voilà, un certain nombre d'actions pour mobiliser. Dans la charte, on avait quand même des orientations qui étaient données par rapport à ce PAT, c'est la lutte contre la précarité alimentaire, contre le gaspillage et les déchets, l'éducation alimentaire, mais aussi la mise en valeur du patrimoine alimentaire du Ventoux, et enfin l'atteinte des objectifs de la loi Egalim pour la restauration collective. Ça aussi, c'est un des chantiers des projets alimentaires territoriaux. Pour le moment, donc, nous, on est simplement dans la phase dite d'émergence, hein. Le projet est en train de naître. On a 2 ans pour rédiger notre plan local, notre plan alimentaire territorial, qui devrait être donc sur 5 ans.
Voilà. Là, on va rentrer dans une phase de concertation, peut-être sous la forme aussi de forums, on verra. En tout cas, l'objectif maintenant, c'est de faire en sorte, face au diagnostic, qu'on se mette d'accord sur vers où on veut aller et quelles sont les actions prioritaires à donner à ce projet. Voilà. On m'avait dit 8 minutes. Donc, je vais donner la parole maintenant à Stéphane Sorel pour l'expérimentation d'un viticulteur et l'homme qui plantait les arbres. Bonjour. Donc, comme on a vu dans le World Café, l'idée de départ, c'était, sans aucune a priori, sans savoir même ce qu'était l'agroforesterie, l'idée de départ, c'est il faut planter des arbres. Bon, pour séquestrer du carbone, peut-être aussi pour nous aider sur nos exploitations. Donc, au cours du World Café, c'est resté assez flou. On a eu une première réunion donc c'était à l'automne 2019, où on a dégagé 2 grands axes de travail. Un premier axe de travail qui est l'arbre au service de l'exploitation. Donc ça, c'est l'agroforesterie, on va le développer un petit peu plus loin. Et puis un autre axe de travail qui était l'idée de planter des arbres vraiment pour capter du CO2. Donc l'idée du puits de carbone, séquestration de carbone. Donc pour l'agroforesterie, un petit schéma, alors là on ne le voit pas très bien. L'idée c'est de combiner. Déjà la définition de l'agroforesterie, c'est combiner l'arbre et la culture. Donc toujours un mix des deux. En choisissant des arbres qui est une production. Alors ça va être une production soit fruitière, ou de fruits à coque aussi, donc c'est inclus dedans. Ou une production forestière, des arbres en bois d'œuvre. Le noyer, par exemple, est un très bon exemple. Trouver des arbres qui permettent aussi à la culture de continuer à produire aussi, donc où la concurrence est limitée vis-à-vis de la culture. Des arbres qui vont avoir un avantage d'être des hôtes pour la biodiversité, qui vont aussi, si possible, protéger les cultures contre les chaleurs excessives qu'on a en été, et aussi qui est une faible gêne par rapport à la mécanisation. Et tout ça, on s'aperçoit dans l'agroforesterie, on a eu tendance quand même pendant des années à éliminer les arbres pour des questions de mécanisation, pour des questions de concurrence par rapport aux monocultures. Mais dans les expérimentations récentes qui ont été faites, notamment à l'INRA à la Chambre d'agriculture et l'INRA de Montpellier, sur le site des Restinclières, si on fait une mesure globale, c'est sur une parcelle donnée, on met une monoculture, on aura une production avec un indice de 1. Si on fait que de la foresterie, on aura une production avec un indice de 1 en foresterie. Par contre, si on mélange les deux, on aura moins de culture, on aura moins de forêt, mais le global, on aura un indice de 1,2. Ce qui veut dire qu'il y a une interaction entre les deux qui, globalement, sur la durée de vie des arbres, va être plutôt très positif. Donc on gagne quand même 20% de production globalement. Il y a plein d'interactions qui se produisent. On s'aperçoit sur le petit dessin que quand il y a une culture plus un arbre, les racines de l'arbre, au lieu de rester en surface, elles vont descendre sous la culture. Alors c'est sous réserve que le sol soit assez profond pour explorer le sol. Et donc on a une optimisation de la ressource du sol, soit en eau, soit en éléments nutritifs. Et quand l'arbre va puiser en profondeur, notamment des éléments nutritifs, ces éléments nutritifs, il va les remettre en surface par les feuilles qui vont se décomposer et il va nourrir lui-même la culture. Ce qui fait qu'on va avoir ce bilan qui est positif à 20% de plus en production globale sur la durée de vie de l'arbre. Donc après, le problème en agroforesterie, c'est qu'on manque beaucoup de références. On a très peu de références, notamment en viticulture. On a la vieille image d'Épinal avec les pêches de vigne, avec les pêchers au milieu des vergers, mais on n'a pas de chiffre de production, on n'a aucune valeur, on ne sait pas quantifier tout ça. Donc l'idée du groupe, c'était un petit peu d'expérimenter ça sur nos exploitations et de faire bénéficier le plus grand nombre des expériences positives et puis les négatives aussi, puisqu'il s'agit de ne pas les répéter.
Donc le groupe s'est réuni fin 2019, puis 2020, ça a été un petit peu la maturation de ce projet. 2021, donc 2020, un lancement de la reconnaissance en GI2E. 2021, ça a été l'année de la formation, donc on s'est formé avec un groupe, une SCOP qui s'appelle Agrouf, qui est dans le Gard et à Montpellier, qui sont des ingénieurs agronomes et des forestiers spécialisés en agroforesterie. Donc des formations sur lesquelles on a appris les bases de l'agroforesterie et au cours desquelles aussi on a travaillé sur nos propres projets. Donc c'était vraiment l'idée d'une formation action où pendant la formation on travaille en intelligence collective sur nos projets. Ça a débouché sur janvier 2022 les premières plantations. Alors, les premières plantations elles ont été assez simples parce que les projets n'étaient pas encore bien déterminés, donc ça a été essentiellement des haies. Mais on a quand même planté pas loin de 700 mètres de haies sur les différentes exploitations en janvier 2022. Printemps 2022, on a eu des diagnostics. Alors là, c'est pareil, ça a toujours été le groupe qui s'est déplacé sur chacune des exploitations avec les experts d'Agrouf pour faire des diagnostics sur site. Et avec chaque fois, je trouvais cette notion d'intelligence collective qui était vraiment très intéressante parce que on est chacun sur nos exploitations, on les voit tous les jours de la même façon. Et quand on a quelqu'un extérieur qui arrive et qui va avoir des idées différentes, des opinions différentes, ben ça peut remettre en cause le projet ou simplement le faire évoluer différemment. Et après, ben on prend ce qui nous intéresse dans les propositions de chacun. Et donc, on a travaillé comme ça, à la fois sur site et après en salle, sur les projets en petits groupes. Et donc là, je trouve qu'on a vraiment eu une avancée qui était vraiment très intéressante sur chacun des projets. Parce que, notamment, par exemple, dans les espèces qu'on choisit, il faut veiller à choisir plutôt des plantes hôtes des parasites de nos parasites, plutôt que de choisir des plantes hôtes des parasites de la vigne, par exemple. Le romarin va pouvoir héberger, par exemple, les Cochelies ou Edemis, donc on va plutôt l'éviter si on a des vignes juste à côté. Et ça, ben, des fois, on travaille sur son projet, on aime bien le romarin, donc on l'inclut dans la liste des plantes, et puis le collègue lui dit hey, je pense que le romarin, il peut être problématique. Donc c'est des petites choses comme ça, toutes simples, mais qui ont fait progresser les projets. Et donc qui vont déboucher en janvier 2023 avec 2 nouvelles plantations de haies. Je crois qu'on a un peu plus de 500 mètres de haies prévus en plantation. Et 3 ou 4 projets de plantation vraiment de culture au sein de la parcelle, en intraparcellaire. Donc je sais qu'il y en a un où il y a une plantation d'arbres fruitiers au milieu des vignes. Chez moi, j'ai une plantation, je vais faire des plantations d'arbres, à la fois bois d'œuvre, arbres fourragers et céréales entre les rangées d'arbres. Il y a un autre projet aussi de plantation intraparcellaire, arbres plus culture. Voilà pour l'agroforesterie, je pense. Et puis le deuxième volet dont j'ai parlé au tout début, ben là le projet n'est pas trop avancé, je dois reconnaître. On manque un peu de bonne volonté, alors ben, je profite de passer l'appel ici. L'idée serait d'organiser une sorte de manifestation, un arborathon, un peu comme se font les hackathons, donc un marathon de plantation d'arbres. Mais là, il faut arriver à mobiliser beaucoup d'acteurs autour de la société civile, des agriculteurs, peut-être des étudiants aussi, pour essayer et des entreprises, parce que l'idée, ce serait que les entreprises locales financent la plantation d'arbres dans des zones qui ne sont pas utilisées pour les cultures. Et puis, voilà, pour terminer, peut-être pour faire un petit appel, peut-être qu'on a au niveau des collectivités, qu'on arrête de bétonner, de mettre des supermarchés partout et des zones artisanales, et qu'à la place on plante des arbres, et que ces arbres-là empêcheront qu'on bétonne à nouveau ces surfaces-là. Voilà, j'en ai terminé. Je te rends la parole. Merci Stéphane. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été présenté. Vous voyez la diversité d'actions et sur des horizons très différents, portés par des acteurs très différents, mais qui sont issus d'une réflexion collective et d'un travail collectif dans lequel chacun a essayé aussi de partager les différents volets qui portaient depuis déjà longtemps dans certains cas. Donc les enseignements, c'est que pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, ça ne va pas pouvoir se faire de façon isolée et unilatéralement. C'est un travail collectif.
Il faut vraiment qu'on se mette dans un état d'esprit qu'on a besoin de partager nos expériences, nos objectifs, nos besoins pour arriver à des solutions vraiment qui nous apportent quelque chose collectivement. Il y a eu une grande richesse d'échanges. Là, vous voyez, c'est tout ça, en fait, c'est des choses qui ont été portées. Les parcs ont porté ces actions, la communauté des communes du Ventoux, la COV, a porté ces actions, les lycées portent ces actions, et les agriculteurs portent ces actions. Et en fait, c'est une partie on s'est nourri aussi entre nous, et on partage beaucoup d'informations que parfois on ne connaît pas ou qu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir auparavant. Et ça a donné lieu à de nouvelles collaborations, surtout au début. Maintenant, on est sur des projets qui sont en train de fonctionner et dont l'idée aussi, c'est qu'on puisse les faire évoluer dans l'avenir. Alors, comme j'ai dit aussi, tout n'est pas rose. Il y a eu des actions qui n'ont pas pu se mettre en place parce qu'on n'a pas eu de porteurs. Il y a des idées qui étaient identifiées comme importantes. Et finalement, malheureusement, on n'a pas eu des structures parce que c'est compliqué. Stéphane est très courageux, hein, il s'est lancé sur une action tout seul dans laquelle il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu les joindre, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à mobiliser des gens sur une même action. Donc on a manqué des acteurs pour porter certaines actions. C'est difficile, je ne vous apprends rien, hein, de tenir sur la durée. Malheureusement, l'adaptation, ça va être quelque chose qu'il va falloir tenir sur la durée. On ne va pas pouvoir s'adapter à un instant T pour quelque chose et voilà, tout est fait. Non, on va se projeter vraiment sur 10, 20 ans, 30 ans, avec malheureusement un climat qui va évoluer tout au long de ces périodes et qui va nous mobiliser et faire changer parfois des stratégies qu'on avait imaginées initialement. Donc ça a besoin vraiment de beaucoup de mobilisation et de motivation. Et je dirais que pour les acteurs qui sont ici, qui sont d'autres régions, d'autres départements, d'autres on va dire, petites vallées comme la vallée du Ventoux, c'est très très important d'avoir des acteurs bien identifiés. Là, vous avez des personnes qui ont parlé au nom de leur structure et qui sont mandatées par leur structure. Il y a d'autres qui ne se sont pas présentés parce qu'on avait un choix de temps et qu'il fallait s'organiser, mais qui sont mandatés par leur structure. Vous avez tous les acteurs en bas, la chambre, les parcs, INRAE, l'appellation, la COV, les lycées. Donc c'est nécessaire d'avoir des interlocuteurs dont la mission, c'est accompagner ces projets. Sinon, les volontariats, on est tous très motivés, mais ça dure un certain temps et après un moment, ça s'essouffle. Donc ça, c'est très important à se projeter quand on essaye de lancer ça sur du long terme. Et enfin, les perspectives pour nous, c'est de continuer à travailler ensemble. C'est l'objectif, c'est que tous ces projets qu'on vous a montrés, mais parmi d'autres qu'on n'a pas montrés parce qu'on avait fait un choix, l'idée c'est de continuer à les faire vivre et de voir aussi émerger de nouveaux projets qui sont proposés par les collectifs et de voir comment on interactionne. Moi, j'ai pu donner l'expérience que l'on a à INRAE. Souvent, dans ces interactions que l'on a en réunion, il y a des questions qui viennent que moi, dans ma possibilité, je sais qu'il y a des équipes de notre laboratoire, de notre centre ici à Avignon qui pourraient être intéressées. Donc, mon rôle, c'est de mettre en contact les personnes de ces structures avec les chercheurs ou les ingénieurs qui sont en train de travailler sur ces territoires. Après, il faut trouver les moments, l'opportunité, les moyens de collaborer. Mais l'idée, c'est là, c'est de pouvoir nourrir la connaissance et de partager nos expériences. Et enfin, l'idée, c'est que, comme vous voyez, ça nous amène aux réflexions des territoires de demain. C'est Georgia qui l'a dit au début. L'agriculture fait partie des solutions. Tous les gens qui vont venir à ces salons pendant ces 3 jours, c'est l'agriculture qui leur motive. L'agriculture est responsable des émissions, elle est responsable pour une partie du changement climatique, mais elle porte énormément de solutions en elle-même. Et donc, ce n'est pas une question de conflits ni de lutte entre les différents secteurs, c'est une question de dialogue pour qu'on construise ensemble vers où on veut aller dans nos territoires et que l'adaptation soit une réalité dans 5, 10, 20 ans en fonction de ce que l'on cherche. Donc, je vous remercie de l'attention que vous avez portée. Je laisse cette diapo. Et on a quelques minutes, si vous voulez, pour poser des questions à tous les groupes qui est là présents, qui représentent les différentes structures, sauf malheureusement nos collègues viticoles qui ont dû partir pour leur rencontre avec la préfète. Merci beaucoup. Et voilà, on a le temps pour des questions. Soyez pas timide.
Armelle Favry, INRAE. Iñaki, je voulais savoir, donc déjà bravo, parce que emporter tout un collectif, c'est quelque chose qui est très important. Et effectivement, l'intelligence collective est ici bien représentée. Je voulais savoir, par rapport à la date du forum en 2018, vous avez perdu du monde ou vous avez eu plus de monde? Ça a créé une dynamique sur le territoire? Alors, bien évidemment, si on comptabilise qu'on était 153 personnes, on n'est pas 153 personnes en réunion. Sinon, c'est inaudible. Et non, ça a mobilisé des acteurs. Par exemple, les lycées, on ne l'avait pas identifié au départ, et par contre, il a intégré les collectifs dans la réflexion. Et on a des structures avec lesquelles on a des collaborations dans différents projets. Donc, ils sont pas forcément, on n'a pas une structure de collaboration définie avec chaque personne, mais par contre, je dirais que ça a identifié des acteurs qu'on n'avait pas en vue au départ. Donc, ça a permis de garder une certaine dynamique. Mais là où il y a un besoin, c'est vraiment des mobilisations, parfois des acteurs politiques ou parfois des agriculteurs. Et là, finalement, c'est chacun qui va sur le terrain un peu mobiliser les gens. Mais je dirais qu'on est stable par rapport à ceux qui ont s'était retrouvés au départ, voire on est un peu plus nombreux. Voilà. J'ai tous mes collègues qui me posent des questions, ils sont super sympas. Dominique Corot de l'INRA, un collègue d'Iñaki. Moi, vous n'avez pas présenté toutes les actions. Je pense qu'il y en avait plein qui étaient intéressantes. Peut-être qu'il y a des représentants ici. J'ai vu qu'il y en avait une sur l'irrigation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en parler ici? Non. Je dirais que la personne qui aurait pu parler, c'était notamment Georges. Tu peux... Bonjour à tous, donc lycée agricole de Carpentras, Isabelle Pellegrin. Alors je ne parle pas de l'irrigation, mais je voulais juste, c'est une thématique qu'on n'a pas développée parce qu'on était un petit peu dans le flou en 2018 et maintenant c'est du concret, c'est-à-dire que nous allons mettre en place, les travaux ont démarré, des panneaux photovoltaïques dynamiques qui seront mis en place sur une parcelle de cerisier qui n'existe pas actuellement. Donc ça permettra d'avoir une étude à l'instant T0 de ce qui va se passer au niveau du développement du jeune arbre, puis ensuite acquisition de données concernant aussi les récoltes. Donc je vous invite demain vers 16h sur le stand de Sunagri à nous retrouver puisqu'il y aura une table ronde où nous allons présenter le travail qui nous a tenu plus de 4 ans dans l'attente de savoir si le projet verrait le jour. Les partenaires du groupe Climagri Ventoux étaient avec nous, à nos côtés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai demain pour vous présenter le résultat de nos travaux de mise en œuvre, puisqu'en fait, le plus long, c'est peut-être la mise en œuvre et pas la réalisation, puisque les panneaux devraient être inaugurés le 17 mars 2023 à l'occasion d'une journée sur l'établissement qui se veut autour du changement climatique, de l'agroécologie, des technologies innovantes et des métiers de demain. Merci. Alors, ouais, bon, voilà, vous êtes au courant. Pour aller un peu plus loin par rapport aussi à ta question, Dominique, alors il y a eu des travaux qui ont été portés dans des cadres de projets européens, justement, autour de l'irrigation. Il y a des projets qui sont portés par la Chambre d'agriculture. Et un autre projet, par exemple, qui est très important, c'est la diversification des cultures, où par exemple, il y a un gros travail autour du pistache, comme espèce intéressante à explorer au niveau de la culture dans la région. Et voilà, il y a quelques actions dans ce sens. Voilà, il y a un JE2E, comme il a présenté Stéphane par rapport à l'agroforesterie, mais qui est basé sur la ressource en eau. Ce n'était pas par rapport à l'irrigation, c'était plutôt par rapport à retrouver les ressources en eau qu'on avait auparavant, comment on travaillait auparavant la ressource en eau, en fait, justement. Donc voilà, ça, c'est toutes des actions qui sont portées au niveau de ces territoires, parfois portés par un des acteurs, parfois portés par plusieurs acteurs de ces groupes. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de communiquer, de se tenir au courant et de voir qu'est-ce qui pourrait émerger à l'avenir, en fait. Quelqu'un qui n'est pas d'INRAE pour poser une question? Sandrine Raymond, donc vice-présidente à la transition énergétique écologique à la COV, et maire de Saint-Pierre-de-Vassol. Donc en fait, on a eu, avec le département sur notre canton, on a eu une réunion avec la présidente du département, Dominique Santoni, qui nous exprimait effectivement, déjà on avait pas mal de questions sur l'irrigation et sur l'eau. Et donc il y a des assises de l'eau qui vont bientôt avoir lieu. Donc je pense que vous serez certainement
convier les acteurs, en tout cas du territoire. Voilà. Donc c'est dans les clous, on va dire. Voilà, juste pour info. Merci. Voilà. Donc, vous voyez que ça, les informations, elles se transmettent tout le temps. Pas d'autres questions? Voilà. Bah, écoutez, on vous remercie énormément d'être venu à cette présentation de ces travaux. On espère vous revoir pour vous montrer un peu là où on en est de nos réflexions. Et n'hésitez pas à contacter les différentes structures aussi pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et voir sur quoi vous pourriez vous impliquer. Il y a notamment les actions qui sont portées dans les IE2E que je trouve qui sont vraiment exemplaires pour pouvoir participer et contribuer à une réflexion collective de comment l'agriculture locale peut évoluer. Donc encore merci de votre présence et à très bientôt.